Alors maintenant, on va entrer dans le process du contrôle qualité des données. Alors, je commence par cette citation d'Abraham Lincoln: si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières à affûter ma hache. Celle-là, je la sors parce que, en fait, on va commencer par aborder les choses avec un peu de recul pour ensuite plonger de plus en plus dans le détail. Donc, avant de plonger dans le détail et pour être le plus efficace possible, mieux vaut bien s'y préparer. Donc, bien affûter sa hache. C'est pour ça que on va, dans ce qui va suivre, dresser une espèce de checklist des tâches à effectuer lors de nos contrôles qualité. Alors généralement, un contrôle qualité, on l'effectue à l'occasion de la création d'un reporting ou d'un tableau de bord. C'est une tâche parmi plein d'autres tâches et ça se passe généralement comme ça. Quand on crée un reporting, on a d'abord défini le ou les phénomènes à étudier. Par exemple, je vais étudier la nature de ma clientèle. Ensuite, on en a déduit les objectifs, donc le pourquoi. Par exemple, je veux étudier la nature de ma clientèle parce que je veux définir des profils clients, et ces profils clients, ils serviront au service communication pour effectuer des campagnes ciblées. À partir de ces éléments-là, on a listé une série d'informations à obtenir. Par exemple, connaître la répartition des âges des clients. Ça, c'est une information qui me servira à créer mon reporting, déterminer mes profils clients et, in fine, de réaliser des campagnes marketing. Ces informations-là, on les a traduites en indicateurs. Ici, typiquement, pour ma répartition des âges des clients, je pourrais traduire ça en 4 indicateurs. L'âge moyen, l'âge mini, l'âge maxi et la répartition des clients par tranche d'âge qu'on aura définie. Ces indicateurs, et c'est là que ça devient intéressant, on va les construire à partir des données dont on dispose. Et sur lesquels on va effectuer des calculs. Et ensuite, c'est le travail de structuration qu'on aura fait sur notre tableau de bord, c'est-à-dire en fait la définition de sa mise en forme, qui va permettre de faire naître le tableau de bord pour de bon. Ok, alors ça c'est le macro-process de génération d'un tableau de bord ou d'un reporting. C'est pareil, j'utilise le même terme pour des choses qui sont quasiment similaires. Donc, nous, nos contrôles qualité, ils s'intègrent dans cette partie clé qui consiste à transformer des données en calcul. Alors justement, on va zoomer sur cette partie du macro-process qui peut être elle-même découpée en 5 étapes. Alors ça, c'est pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur Power BI. Ceux qui ont suivi ça, vous y êtes déjà familiarisés. Pour les autres, en fait, quel que soit l'outil BI ou le tableur, quel que soit l'outil que vous utilisez pour générer vos reportings, généralement, vous suivez intuitivement cette méthode. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à vos différentes données, donc vous allez en quelque sorte toutes les mettre sur la table et les organiser ensemble. Ensuite, vous allez gérer vos données. Donc, vous allez peut-être effectuer quelques transformations dessus. Par exemple, ajouter, supprimer des colonnes, modifier des valeurs, etc. Et aussi, c'est dans cette partie-là, consacrée à la gestion des données, que vous allez effectuer vos contrôles qualité. Et grâce à ça, vous pourrez continuer le cycle de création de votre reporting, c'est-à-dire créer vos mesures, vos calculs, les mettre en forme, les partager et rebelote. Dès que vous recevez de nouvelles données, le cycle recommence. Ok, donc ça reste assez macro, mais c'est pour bien nous resituer. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est gérer ces données. Donc, comme on vient de le voir, elle a 2 grandes sous-tâches, les traitements qu'on effectue sur les données et le contrôle qualité. Et, les contrôles qualité. Et il faut bien voir que ça, c'est un cycle en soi. C'est-à-dire que vos traitements vont influencer vos contrôles qualité et les informations que vous allez obtenir de vos contrôles qualité vont vous amener à ajouter des traitements sur vos données qui vont influencer vos contrôles qualité, etc., etc. Donc, cette boucle, c'est un peu la boucle vertueuse qui permet l'amélioration continue de la qualité de nos données finalement. Et donc l'augmentation aussi de la fiabilité des informations qu'on extrait à partir de ces données qui permet de prendre les décisions les meilleures possibles finalement. Maintenant, ces contrôles qualité, en quoi ils consistent ? Enfin, on y arrive. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, en fait, c'est maintenant. Donc, la méthode que je vous propose de suivre, elle comporte 5 étapes. La première, c'est de sélectionner les données à contrôler. En fait, bien souvent, on a des extractions avec des dizaines, vraiment beaucoup de colonnes. Certaines sont utiles, d'autres le sont moins. Et l'objectif de cette première étape, c'est bien d'identifier les données clés sur lesquelles il est vraiment crucial de faire nos contrôles qualité. Bien évidemment, si on a un reporting de dizaines et dizaines de colonnes, on va pas faire des
On va pas passer notre vie à faire des contrôles qualité, mais voilà, il faut vraiment sélectionner ces données clés. Deuxième étape, c'est de définir les paramètres de contrôle pour ces données. Ce que j'appelle paramètres de contrôle, c'est en fait deux choses. On a le seuil de tolérance qualité. En fait, ça permet de dire, voilà, je détermine un seuil de tolérance. Si le score qualité de ma donnée est inférieur à ce seuil, là j'ai un problème. L'indicateur que je vais calculer à partir de cette donnée est pas fiable. Donc ça c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est qu'on va effectuer, ça c'est le troisièmement, les 5 contrôles, et que pour chacun de ces contrôles, pour justement calculer un score qualité, on va vouloir pondérer, donc attribuer un poids plus ou moins important à chacun de ces différents, à chacun de ces 5 contrôles en fait. Et donc ça, il faut mieux l'avoir défini, l'avoir paramétré en amont. C'est toujours un peu la logique, voilà, je prends du recul, je définis avec mon papier et mon crayon mes paramètres, ce que je veux faire, comment je vais le faire, et ensuite seulement je suis prête à mettre les mains dans le cambouis et à faire mes calculs. Quand on aura effectué ces calculs, ces contrôles, c'est-à-dire voilà, on aura fait les calculs qui correspondent à nos 5 contrôles, on aura produit nos indicateurs qualité, et là on pourra les analyser. C'est la 4e étape. Et c'est cette analyse qui va permettre de prendre des décisions par rapport aux indicateurs qu'on souhaite calculer. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, ok, là ma donnée, mon score est beaucoup trop faible, il est largement inférieur au seuil de tolérance que j'ai défini. Donc, je peux très bien revoir un peu ma copie concernant mon reporting et sa structure, et peut-être enlever certains indicateurs, ou alors mettre une notification comme quoi celui-ci est vraiment à prendre avec des pincettes, etc. Et pour finir, on va chercher à améliorer la qualité de nos données, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la 5e étape, mettre en place des actions préventives et ou correctives. C'est quand même mieux quand c'est « et », mais parfois c'est « ou ». Voilà, donc ça c'est la checklist, c'est la méthode à suivre pour bien faire les choses dans l'ordre et être efficient. En fait, voilà, moi le but du jeu c'est de vous lister une méthode. Pourquoi ? C'est parce que ça permet d'avoir vraiment un espèce de protocole à suivre, et d'éviter de faire une tâche puis de passer à une étape 3, à se mélanger les pinceaux, à tout faire dans le désordre, et au final à perdre pas mal de temps. Alors tout au long de votre travail, il y a une chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est de formaliser ce que vous faites. Donc le but du jeu, c'est pas d'écrire une doc de 3 km de long que personne lira, etc. Mais voilà, là vous gagnerez sûrement beaucoup de temps par la suite si vous investissez un petit peu de temps tout au long de votre travail pour formaliser ce que vous faites, pour garder des traces. Pour 3 raisons en fait. D'une part parce que notre mémoire est faillible, en tout cas la mienne l'est largement, donc il vaut mieux prendre des notes. Deuxièmement parce que souvent on travaille pas tout seul sur un sujet, soit on travaille en groupe, soit quelqu'un le reprend après plus tard, ou s'en inspire pour créer d'autres choses, etc. Donc il faut vraiment faciliter ce travail ensemble, vous gagnerez du temps vous, et vous ferez gagner aussi du temps à vos collègues. Troisièmement, parce que vos données vont évoluer, ça c'est sûr, vos besoins aussi, ça c'est la vie naturelle des projets, et donc il vaut mieux prendre le temps de formaliser tout ça pour disposer d'une vision claire de votre travail, de l'état de l'art à l'instant T. Je referme la parenthèse, et pour formaliser votre travail, je vais essayer de vous... On verra ça en détail plus tard dans les exemples, etc. Mais je vais vraiment essayer de vous y aider et de vous donner des outils pour le faire. Et on verra comment se servir de ce template-là. Ça, c'est un template que je me suis créé moi, que j'utilise au quotidien. Il est disponible aussi pour vous dans les fichiers à télécharger avec ce tutoriel. Et voilà, je garde un peu de suspense pour plus tard, mais vous voyez que ce document, il est structuré de telle manière qu'on retrouve les étapes dont je viens de parler. Donc premièrement ici, sélectionner les données clés. Deuxièmement, la définition des paramètres. Troisièmement, faire les calculs. Quatrièmement, l'analyse, etc. Donc on suit bien la même méthode du début à la fin, et ça c'est important. Donc voilà pour ce qui est du process général. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette page-là avec les 5 étapes. Ayez-les bien en tête. Et puis voilà, tout ça c'était pour vous permettre de vous resituer, de vous imprégner aussi de la logique de la méthode que je vous propose. Et maintenant, on va s'attaquer à ces étapes une par une, on va les détailler et on prendra des exemples. Voilà.